Attention, cette vidéo révèle des éléments clés de la première saison de la web-série Arel 3. Si vous voulez garder la surprise, ce que je vous conseille, en plus ça dure pas longtemps, mettez sur pause, allez regarder la série et revenez. Bisous. Les gens aiment bien l'idée qu'on puisse leur mentir à grande échelle. Ils aiment bien l'idée parce que je pense que la position de rebelle et de héros découvreurs de mensonges est une bonne position pour certaines personnes qui se sentent plus vivants comme ça. Nous aimons être bernés. Nous voyons de plus en plus d'œuvres qui utilisent les détails pour cultiver ce jeu de devinette et d'anticiper le futur de nos fictions préférées. Ce sens du détail et de la théorisation concerne tous les domaines, la peinture, la musique, les livres, les films et les séries. Aujourd'hui, les séries paraissent comme le meilleur moyen de nourrir les théories. Déjà parce qu'en ce moment c'est la mode d'en regarder un maximum, mais surtout grâce à leur longueur et leur périodicité. Nous savons que quelque chose se trame dans la suite, et nous pouvons d'ores et déjà deviner de quoi il s'agit. Il y a comme un défi qui s'offre à nous. Jamais autant de personnes ne se sont amusées à regarder le moindre détail en quête d'une prophétie, d'une prédiction, d'un complot. Même si à l'époque, ce souci du détail était réservé pour les mastodontes de la télévision, grâce au temps de production qu'on leur laissait et au budget accordé, les créateurs ont commencé à aimer cacher des choses simples dans les événements les plus anodins, des marches qui ne coûtent pas spécialement cher. Et c'est dans ce paysage de la culture de détail qu'on trouve des web-séries modernes et intrigantes comme Arel 3, créée par Bruce Ben-Amram. Bruce est le créateur de la chaîne YouTube Y Penser, chaîne de vulgarisation scientifique réputée. Sortir une web-série sur sa chaîne était intriguant, étant donné qu'il n'a jamais vraiment été affilié à un travail dans de la fiction. Sorti de nulle part, il pond cette série hors norme où, épisode après épisode, le public se retrouve perdu dans un monde où chaque pixel peut devenir une pièce manquante du puzzle. Et comme toute série, ça commence avec le premier épisode. Le premier épisode s'ouvre sur un générique calme et reposant avec une musique classique et l'image d'un papier peint qui sera par la suite le principal décor. On est plongé dans une atmosphère très angoissante parce que depuis Orange Mécanique, écouter la musique classique ne présage rien de bon. Et même si on essayait de contrecarrer ça avec de la pop rock américaine de American Psycho, rien n'a changé, ça fait flipper. On découvre ensuite deux personnes dans une pièce éclairée en rouge, un homme, Alex, et une femme. On a des cadres stables, ne bougeant qu'à peine, et on nous dit des phrases de ce type. Ça ne sert à rien. Personne ne peut vous entendre. Faites-moi confiance, je suis ici depuis longtemps. La jeune femme est paniquée, elle crie, elle pleure, l'homme la grippe, il lui explique qu'il n'a pas le temps parce que la lumière va s'éteindre, et c'est à ce moment très précis que... Puis le titre, Daphné. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas où on est, on ne sait rien. Et c'est fou comme il y a une maîtrise de l'inconnu dans cette série. On découvre par la suite deux autres personnes dans une pièce similaire qui ne comprennent pas l'arrivée de la fille dans la première partie. Et ça s'ouvre par un... 15. Qui n'est pas compréhensible, du moins pas tout de suite. Là, c'est la base du truc. Le public s'identifie au personnage de la jeune fille qui, on l'apprendra par la suite, s'appelle Daphné. Le titre de l'épisode devient compréhensible. L'idée, à cet instant précis, n'est pas de montrer une supériorité de la fiction sur le public, mais une identification. Les deux autres personnages, Claire et Franck, on apprendra leur prénom par la suite, ne comprennent pas non plus ce qui leur arrive. Nous sommes, nous, public, aussi perdus qu'eux et nous pouvons, nous aussi, enquêter sur le pourquoi ces personnages sont dans cette étrange pièce. Ce sont Claire et Franck qui expliquent à Daphné où elle est, ou du moins ils essaient de lui expliquer du mieux qu'ils peuvent parce qu'ils ne savent pas grand chose. Ils savent juste que la lumière s'allume, elle passe au rouge, elle reste rouge pendant un moment, s'éteint et se rallume. Et tout ça de manière totalement aléatoire. Ils n'ont pas faim, pas soif, pas sommeil, rien de tout ça. Donc non seulement on n'y comprend rien, mais surtout on n'a encore aucun indice. Or, pour théoriser, il faut des indices. Et pour ça, le cliffhanger de l'épisode consiste à émettre les hypothèses des personnages. Tout à l'heure, t'as émis une autre hypothèse sur pourquoi on est là, c'était quoi? Pour moi, il est possible qu'on soit mort. Merci, bonsoir, générique. Internet offre quelque chose d'incroyable, les attentes. À l'époque où on pouvait uniquement regarder des séries sur nos postes de télévision, nous ne savions pas de quel épisode il s'agissait, du moins pas aussi simplement, parce que c'était généralement juste un titre très discret. Et nous nous en foutions royalement en fait. Pour parler des épisodes entre nous, c'était un simple, celui avec la vieille qui meurt deux fois. Aujourd'hui, quand vous cliquez sur une vidéo YouTube, vous avez la miniature, les premières lignes de la description, les pouces en l'air, les pouces en bas, bref, vous avez un bon nombre d'éléments qui forgent une attente. Et la première attente qu'on a en voyant l'épisode 2, c'est ça, le titre. Le titre du second épisode est Gaëtan, et le premier était Daphné. Le schéma des prénoms se profile donc d'ores et déjà, et sachant dès le début que nous connaissons 4 personnages, Alex, Daphné, Franck et Claire, la question se pose concernant l'identité de ce Gaëtan. C'est la première chose qu'il faut souligner, la série utilise le support qu'est YouTube et même Internet en général pour nourrir la théorie et les attentes. Nous partons dès le début avec un intérêt aigu pour ce qui va se passer, et c'est de cet intérêt que j'ai remarqué quelque chose dans le générique. La rythmique. Les prénoms sont cassés par un grand espace. Déjà, ce détail peut sembler tout à fait banal, et l'est-il sûrement, mais il permet de comprendre la direction artistique entreprise par le créateur qui fut de ne rien laisser au hasard. On peut alors commencer l'épisode. Ça reprend directement là où on était resté, la théorie comme quoi ces 3 personnes seraient décédées. Et pendant qu'ils discutent sur le pourquoi du comment c'est vrai qu'ils sont morts en fait, on a l'arrivée de cet homme, Gaëtan, carton titre de l'épisode qui, attendez,
On est d'accord, c'est pas la même disposition. Je suis pas fou, non? Attendez, superposition? Ouais, voilà. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est pas pareil. Le second épisode répète le schéma du premier. Claire et Frank expliquent la situation à un nouveau venu, sauf que ce nouveau venu permet d'émettre une nouvelle hypothèse. Peut-être ont-ils tous un point commun qui les lie. Finalement, ça se soldera par un échec. Ils n'ont pas le même âge, n'habitent pas au même endroit, mais scénaristiquement parlant, c'est intéressant. Le fait de dire haut et fort les théories des différents personnages dans le premier épisode montre qu'ils ne sont pas passifs face à la situation. Mais l'échec qui est soldé par la potentielle théorie de Gaëtan prouve que le public devrait faire de même. On doit tester des choses et confronter nos théories avec les autres. Mais avant qu'on ait eu le temps de penser à quoi que ce soit de nouveau, on tombe sur un nouveau cliffhanger. On attend d'être plus nombreux, on n'est même pas sûr qu'effectivement... Mais non. Claire? Pardon, tu disais? Rideau. Ce n'est pas le même générique. Alerte, ce n'est pas le même générique. Et pour une série banale, ce serait normal, me diriez-vous, sauf que là, ce n'est pas une série normale. C'est RL3. Et RL3, ça se joue avec votre tête pour vous faire du mal. Le titre qu'on voit sur YouTube, c'est celui de Claire. Enfin, un personnage qu'on connaît. Et on ouvre sur Frank, tout seul, en train de faire les 100 pas. Et on n'a que les noms des acteurs de Claire et Frank dans le générique. Vous comprenez l'importance du générique? Avant même que l'épisode commence, je sais que je n'aurai le droit qu'à ces deux acteurs dans tout l'épisode. L'épisode 3 est un flashback. On est parti d'un cliffhanger de fou furieux avec un Bruno inconnu, aux origines de Frank de la pièce et de sa rencontre avec Claire. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode à part qu'il est crucial car sans lui, nous n'aurions aucune empathie pour ces deux personnages. Ces 9 minutes servent à sympathiser et à voir leur relation évoluer peu à peu avec Claire qui compte les interruptions. Et ça fait combien là, 174? Ouais. Et avec celui-là, 160. Et de là, on sait que le chiffre qui suivra sera 15. C'est exact. À la fin de l'épisode, on revient au début de la série. C'est durant cet épisode qu'on peut réellement observer une mise en scène, dans le sens où les deux premiers épisodes étaient principalement tournés sur un pied stable, les acteurs étaient souvent décadrés, et le cadre était fatal, fixe. Cette fatalité s'apparentait à leur destin de cette pièce qu'ils ne peuvent pas changer. Ici, on garde l'idée du pied en y ajoutant du mouvement afin de garder la stabilité, mais pour observer, pour comprendre les choses. Nous ne sommes pas encore dans le cadrage à l'épaule des épisodes suivants, mais j'y viens. Pour le moment, on a compris la relation qui lie Frank et Claire, et on a compris que Frank, il en a gros sur la patate. Le générique habituel revient avec cette fois-ci plusieurs noms comblant les vides rythmiques qu'avaient les épisodes précédents, laissant alors penser que chaque temps correspond à un potentiel prénom. Et à cet épisode, il nous manque... 2. Il manque 2 pulsations, donc il nous reste 2 personnes à découvrir. Et c'est d'ailleurs plus ou moins confirmé par la réplique de l'épisode 2. On n'est pas encore au complet. L'épisode s'ouvre sur Claire qui va embrasser Bruno, et il faut avouer que c'est étrange, dans l'épisode 2 c'est Daphné qui l'a appelé. Comment le connaît-elle? Mais la série omet de répondre à cette question pour se concentrer sur le t-shirt de Frank qui change de couleur, il devient rouge. L'épisode introduit 2 choses. Tout d'abord, un côté presque surnaturel à la série, avec ce t-shirt qui devient rouge associé aux différentes théories plus terre-à-terre de Gaëtan, créant donc une dynamique de croire ou ne pas croire, opposition très souvent utilisée dans la fiction, mais en plus de ça ajoute une dimension assez immersive au travers du personnage de Daphné mise à l'écart, cadrée à l'épaule, offrant donc un rendu visuel subjectif à ce qu'elle ressent. Elle est chamboulée, elle ne comprend pas, elle a reconnu Bruno, elle n'est pas stable. Et nous nous demandons pourquoi. Bien sûr, nul besoin d'un dessin pour comprendre l'adultère dont il est question. En fait, Bruno sort avec Claire et a trompé Claire avec Daphné. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette relation entre Bruno et Daphné nous fait comprendre une chose. Ils sont humains. Ce sont de vraies personnes. En fait, des personnes dans une pièce isolée, baignées dans un mystère pareil, on peut imaginer beaucoup de choses d'ordre de l'allégorie. L'allégorie d'une duplication de la personnalité, d'une maladie, d'un esprit, de la mort. En plus, ils n'ont ni faim ni soif, ne sont pas fatigués. Mais le lien qui lie Claire, Bruno et Daphné par le crime, que représente l'adultère, nous laisse sur quelque chose de sûr et de certain. Ils ont un caractère humain. On commence à comprendre la mécanique, il manque toujours une personne au générique. Ils ne sont pas au complet. Et cette fois-ci, nous nous attaquons à Bruno. On est centré sur ce personnage qui a des conflits profondément humains. Il aime sa copine, il la trompe avec une fille plus jeune. Cette humanité est représentée par un cadrage à l'épaule qui nous fait suivre l'action de manière plus dynamique que fataliste qu'était le cadrage sur pied. Cadrage qui revient aussitôt que les personnages partagent leur théorie, aussitôt qu'on revient à quelque chose de très terre-à-terre donc. Il y a une vraie opposition entre les deux façons de mettre en scène l'action. Le spectateur est basculé entre un lien émotif qui le lie avec les personnages, notamment celui de Claire, mais également un lien théorique avec le pourquoi ces personnages sont où ils sont. Et le rappel de l'épisode 1 ne fait que confirmer que nous oublions ce qui s'est passé pour se concentrer sur l'aspect personnel des personnages. Ouais, sauf qu'elle est pas arrivée là directement. Quoi? Ici, Gaëtan représente le public, qui a très facilement pu oublier que oui, nous avons commencé la série par Alex et Daphné, tous les deux, pas Claire et Frank. Les théories refont alors surface, et cela faisait depuis l'épisode 2 que nous n'avions pas eu des hypothèses, tandis que nous, ça faisait déjà 3 semaines qu'on continuait à émettre nos avis sur le net, et à penser au pourquoi du comment de leur présence dans ce lieu mystérieux. Il y a un partage entre les théories qu'émettent les personnages et les nôtres, nous mettons en commun, et on retourne à la case départ, à essayer de se trouver des points communs entre les différents personnages. Et la pression augmente, on repasse à l'épaule parce que les personnages arrêtent d'être rationnels, et boum.
Waouh, ça fait beaucoup de monde là d'un coup. Bonjour, je m'appelle Elsa. Rien de bien nouveau sous le soleil, c'est une personne qui vient d'arriver comme par magie, à part qu'elle connaît Alex. Et comme ça, la boucle est bouclée. L'épisode 6 rend vraiment perplexe. Déjà parce qu'on a le personnage de Gaëtan qui active la lumière comme ça, venu de nulle part. Pour le coup, ça c'est facile à vérifier. Lumière ? La démonstration de la théorie de Gaëtan est de demander à Bruno de le frapper. L'importance de ce test très précis sert à prouver au spectateur quelque chose qu'il ne peut pas prouver lui-même. On peut observer le papier peint et tous ses détails visuels, mais nous ne pouvons pas savoir s'il saigne. Et le fait qu'il ne soit pas blessé sert de nouvel indice. Même si à partir de maintenant de la série, les indices, on s'en fout. L'épisode 6 se place comme l'épisode qui devance le public sur bien des aspects. D'abord par le potentiel impact physique sur les personnages, qui est crucial à la compréhension du complot, mais aussi par l'arrivée du personnage d'Elsa et de ce qu'elle sait. Nous sommes largués, conditionnés de théories antérieures sans pour autant vraiment innover nos hypothèses. Et puis ce moment arrive. Écoute, Daphné, c'est ça? La situation est telle qu'elle est. On peut rien y faire. En tout cas, pour l'instant, on peut rien y faire. Elsa tente de réconforter Daphné en crise de panique et c'est par ces mots de psychologue comportemental qu'elle attire l'attention de Gaëtan qui lui demande Confiance. Bon, Elsa! Est-ce que t'es venue ici de ton plein gré? Stop. La lumière a du sens. Dans l'épisode 1, elle s'active quand ils émettent une hypothèse sur ce qu'il se passe. Dans l'épisode 2, elle s'active quand Gaëtan demande une explication sur ce qu'il se passe. Puis elle s'active à nouveau pour l'arrivée de Bruno, coïncidant au moment où Gaëtan se rapproche de son explication. Dans l'épisode 4, elle s'active lorsque les tensions avec Franck sont à leur paroxysme et qu'il s'apprête à mettre en évidence l'adultère de Bruno. Dans l'épisode 5, la lumière s'active quand Gaëtan dit En plus, si c'est le cas, il y a un moyen simple de le savoir. et c'est dans l'épisode 6 que Gaëtan prend le contrôle de la lumière. Cette lumière a du sens en rapport avec la discussion qu'ont les personnages à l'instant T. Le seul souci que je vois est dans l'épisode 3 où il y a eu 175 coupures avant l'arrivée de Daphné, mais l'épisode met l'accent sur un autre chiffre, Avec ça fait quoi? 7? 7. comme le nombre de personnes présentes au casting. Ces lumières peuvent aussi correspondre à des événements extérieurs, comme le choix des futures personnes, et donc les changements d'éclairage d'avant Daphné ne correspondaient pas à cette pièce, mais à une autre, ou encore une autre, ou encore une autre. Comme si en fait, aussitôt qu'une pièce a besoin de s'allumer ou de s'éteindre, pour une quelconque raison, toutes les autres pièces doivent subir la même chose, alors qu'une seule subira un changement. Donc l'épisode 3 montrait des tests dans d'autres pièces, avec d'autres personnes. C'est flou certes, mais ça a du sens. L'épisode se termine par Gaëtan qui va voir Alex et qui prend le contrôle de la situation en lui demandant des explications, mais pas que pour lui, pour tout le groupe. Et il veut ça Maintenant! C'est le final, et avant d'aller plus loin, eh bien il faut noter que les cadrages sur les cobayes que sont Daphné, Franck, Claire, Gaëtan et Bruno sont faits à l'épaule, tandis que les explications de Alex et Elsa sont faits sur pied. On sent donc que les personnages, petit à petit, prennent le contrôle de leur destin. Ils développent une conscience, et cette formulation fait écho à la fin de cette première saison. Ces 5 personnes auraient accepté de leur plein gré de subir cette expérience, comme Elsa le dit. Là, vous entendez bien, c'est un énorme mindfuck. Alex arrive et explique que les cobayes posent pas mal de questions complexes, C'est une question complexe. mais qu'en gros, tous ces personnages sont des consciences digitalisées. T'as vu Matrix? Oui. Bah voilà. En gros, on a copié leur conscience dans un ordinateur, et RL3, c'est leur histoire. Alors là, je résume parce que c'est très complexe, et je vous conseille sincèrement de regarder la série, d'abord parce qu'elle est géniale, mais aussi pour capturer tous les petits détails. Mais grosso modo, ils ont un ordre d'arrivée. Jour 1, Daphné. Jour 2, Franck. Puis Bruno. Puis Claire. Jour 3, Gaëtan. Et ils sont consentants pour subir ça. Les lumières noires et rouges sont en réalité des... Simple discontinuité logicielle. Des buffers de mémoire vive. D'où le côté aléatoire. En fait, jusqu'à la dernière minute, on voit cette fin comme un énorme dos d'honneur fait au spectateur en défonçant toutes les théories par les aléas de la vie des circuits électriques. Ce qui est, selon moi, très vexant. Tout devient simple et ça défonce tout notre travail de théorisation. Donc Alex et Elsa partent, Non, il n'est pas question que... et Gaëtan, héros, rancœur et campeur amateur, a des doutes concernant leur explication. Donc il n'est pas d'accord avec leur théorie. Et au moment où il trouve la solution, Je sais pourquoi ça peut pas être vrai. Le 3e jour des transferts, ils ont dit que... boum. Daphné demande où est Gaëtan et Claire lui répond. Qui ça? Et voilà que la saison 1 de RL3 s'achève sur un climax de fou furieux avec au final très peu de réponses. Il est légitime de se poser une question, pourquoi faire tout ça? Pourquoi faire toute une série remplie de petits détails que seules quelques personnes vont remarquer? On prend le risque de les perdre, de penser inutilement à des choses très complexes qui ne seront vues que par quelques personnes. Et bien comme l'avaient dit des créateurs que j'ai déjà étudiés par le passé, Parce que c'est marrant. Parce qu'il faut le faire, c'est marrant. c'est marrant de jouer avec le public. Tout simplement, on joue tellement qu'on en oublie ce qui s'est passé lors du premier épisode, voire même une minute avant. On en oublie le titre, RL3, qui ne trouve pas son sens, on se contente de jouer et on s'oublie.
Je voulais parler d'Arel 3 non pas pour développer des théories, mais juste pour remarquer un phénomène. Les séries aujourd'hui se remplissent de détails très petits parce que nous avons de plus en plus l'occasion de les trouver en unissant tous ensemble nos esprits. Alors les créateurs sont de plus en plus malins, et un détail malin est généralement un détail bien moins cher que les grosses productions. Le travail de Bruce Benamran sur cette série montre que le détail paye tout simplement. Tout d'abord parce que nous nous amusons tous ensemble, que ce soit dans l'espace commentaire où j'ai vu des centaines de propositions, ou bien sur les réseaux sociaux. Et ensuite, de manière plus générale, parce que ce sont ces détails qui vont nous faire découvrir et redécouvrir ce qui a déjà été fait il y a quelques temps. En revoyant moi-même 3 fois la série pour cette analyse, j'ai découvert de nouveaux trucs à chaque fois. Une personne va remarquer des choses qu'une autre n'aura pas remarquées. Et les deux vont découvrir la série au travers du regard de chacun. C'est beau. J'ai vraiment essayé d'être le plus complet dans le visionnage de cette série, en mettant en lumière les détails que je trouvais intéressants. Bien sûr, je n'ai pas développé quelques trucs, comme quand Alex s'apprête à énoncer une nouvelle personne et qui est coupée par Elsa. Gaëtan. L'ordre dans lequel vous avez été transféré. Ce qui prouverait qu'il manque une personne qui serait jouée par Bruce lui-même, en rapport avec cette photo qu'il a postée sur Twitter, où il dit que tous les acteurs sont présents sur cette photo et qu'il est dedans. Je n'ai pas précisé non plus que Alex, Bruno, Claire, Daphné, Elsa, Franck et Gaëtan forment les 7 premières lettres de l'alphabet. Enfin bref. Ma théorie principale, à moi en tout cas, c'est que on observe les gens présents dans ces pièces. Ça se confirme avec mon hypothèse sur la cause des interruptions avec les lumières, et je pense sincèrement qu'il y a des dizaines et des dizaines d'autres salles avec d'autres personnes en attente et qu'il s'agit d'un réseau bien plus grand qui fonctionne comme une entité. Cette théorie, elle est soutenue par le fait que Gaëtan disparaît pile au moment où il pense avoir trouvé la solution, ouvrant sur un générique inversé qui va non seulement me faire penser qu'une nouvelle expérience va commencer, comme un retour en arrière sur tout ce qui vient de se passer, mais en plus, ça se termine sur Gaëtan de la vraie vie qu'on appelle parce qu'il y a un problème. Et j'ai vu d'autres personnes penser que Daphné serait à l'origine de cette expérience, de par son profil d'étudiante en biologie, et qu'elle représente la pierre angulaire de la majorité des relations de cette pièce. C'est comme un énorme jeu en ligne qui ne cesse de vivre. C'est intriguant, et ces théories, ces détails, et même plus généralement cette vidéo, c'est ma façon de jouer. J'ai peut-être tort sur toutes ces hypothèses, mais c'est ma partie, et vous pouvez vous exprimer d'une autre manière, dans les commentaires de cette vidéo ou ailleurs. C'est à la fois personnel et universel. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est fondamentalement gratuit. Il y a en ce moment un phénomène très concret sur la culture du détail, et de voir cette richesse scénaristique mais aussi visuelle, pour ça que j'ai mis en avant les choix visuels de cette série, dans une web-série à petit budget, c'est un véritable message d'espoir pour les futurs jeunes créateurs en leur disant « c'est possible ». On peut jouer ou non, et on peut en plus créer sans spécialement dépenser des milliers et des cents. Alors bien sûr, Bruce aimerait proposer 4 saisons supplémentaires avec un vrai budget, et ça coûte du pognon. Mais rien que la saison 1 est un véritable cadeau, preuve d'un début et donc d'un espoir. Le détail n'est pas payant, et un bon détail ne dépend pas forcément de la grosseur de notre porte-monnaie. Au contraire, je trouve que les programmes les plus astucieux aujourd'hui sont plus la preuve d'une ingéniosité que d'une dépense astronomique. Il faut juste prendre le temps d'y penser. Comment je clappe ? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'essaie vraiment de faire vivre le net, je trouve qu'on n'analyse pas assez les choses du net, que ce soit les vidéastes, les courts-métrages, même les longs-métrages maintenant, les documentaires, vu que ça se fait de plus en plus. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a des choses incroyables sur le net qui méritent d'être analysées, qui méritent une réflexion. Également, si ça vous intéresse, sachez que je fais d'autres vidéos, j'ai notamment fait une vidéo sur les parasites, sur le travail des parasites, sur des films, sur des trucs comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, donc vous pouvez vous abonner, lâcher un petit pouce en l'air, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Suivez-moi, je suis aussi sur Twitter, je tweete parfois des trucs qui se veulent un peu drôles, et je reviens très vite avec l'analyse sur un film dont j'ai vraiment hâte de vous parler, mais aussi sur un groupe de musique. Donc voilà, c'est plein d'autres projets pour la suite et j'espère que ça vous plaira vraiment. N'hésitez pas à commenter, à me donner vos critiques, vos avis. Je les lis tous et j'essaie d'y répondre, j'essaie vraiment de répondre à tous. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Tchou!